Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un nouvel entretien, une nouvelle rencontre avec un auteur, avec un livre. Je présente le livre immédiatement à ceux qui s'intéressent à ces entretiens, à ces rencontres de la conférence de philosophie. Dans le livre qui est publié dans la bibliothèque de philosophie à- aux éditions Gallimard et qui a maintenant quelques années derrière lui, parce que à la conférence de philosophie, nous ne rencontrons pas les livres comme des plats du jour. Euh, je crois que le 2017. 2017, voilà, c'est le commencement de la philosophie occidentale, interprétation d'Anaximandre et de Parménide. Enfin, ce sont les cours de Heidegger, je crois, pendant l'année 1932. C'est ça. Et nous recevons Guillaume Badoil, donc, qui a traduit euh, cet ouvrage pendant que j'y suis. Bonjour Guillaume Badoil. Bonjour Alain. Pendant que j'y suis, un petit mot donc sur Guillaume, sur ton parcours, hein. Tu es philosophe de formation, agrégé de philosophie, tu es professeur des classes préparatoires au Maroc, à Rabat, je crois, au lycée français de Rabat, c'est ça. Mhm. Oui, oui. Euh, Tu as pas mal de publications à ton compte. Tu avais traduit aussi dans la même bibliothèque de philosophie de Heidegger les réflexions 12 à 15 Mhm. chez Gallimard. Il y a quelques années, tu as travaillé jadis pour les éditions Actes Sud et tu avais participé à la publication de La fin de toute chose de Kant et Maxime d'Épicure. Et puis, je sais que tu as publié des cours de philosophie Mhm. aux Oui. éditions Afrique-Orient, des Bien, cours de oui. philosophie passionnants, hein, d'ailleurs, et qu'on trouve assez facilement. J'en ai fait l'expérience, cours de philosophie sur la vie, la beauté et, je Mhm. crois, aussi La société, oui, oui, la société. la Oui, société. oui, Voilà. oui. J'aurai l'occasion, peut-être pendant cet entretien, de revenir sur un article que tu as publié, que tu avais publié il y a quelques années dans la revue philosophique, Oui. un article passionnant d'ailleurs, intitulé un article sur l'éthique. Oui. Une phrase Donc, de la poétesse russe Olga Sedakova qui, la phrase est la suivante, l'éthique, elle aussi, est sans fond. oui, Voilà. Oui, et c'est ça. Voilà, j'avais noté, et oui, oui, aussi bien, avec ta permission, oui. Bien sûr. Mhm. entretien, j'y reviendrai. Donc, pour cette séance, le commencement de la philosophie occidentale. Alors, on entrons immédiatement dans le jeu de ces entretiens avec, comme c'est la coutume, euh, je te donne la parole immédiatement, avec ce renvoi à une œuvre totem dans les lettres ou dans les arts, une œuvre formatrice, une œuvre qui était la rencontre avec l'écriture, avec Mhm. le cinéma, la peinture, que sais-je, Ouais. la littérature. Donc cette œuvre totem, voilà la question que je te Mhm. pose pour Oui, oui, commencer. oui. Écoute, oui, alors quand tu m'as parlé d'œuvre totem, je me suis tout de suite dit que c'était difficile, évidemment, de répondre à cette question parce que quand on regarde le parcours un peu d'une vie, d'une vie de lecteur, hein, que je suis, que nous sommes, euh, il y a eu on a toujours des œuvres qui nous ont marqué à un moment donné. Donc, après, après réflexion, au fond, j'en suis venu à quelque chose de très, finalement, évident pour moi. Ça n'est pas une réponse très originale, mais pour moi, c'est quand même la recherche du temps perdu, tu vois, l'œuvre. Alors, Totem, en tout cas, quelque chose qui est vraiment un fil conducteur. Peut-être pour une raison, outre le fait que c'est quelque chose à quoi je reviens tout le temps,
enfin très souvent en tout cas. Mais c'est aussi quelque chose qui, pour moi, a la caractéristique de relier des choses très profondes personnellement. Non pas que je vienne d'un milieu spécialement proustien, mais si tu veux, ma famille du côté de mon père, ma famille du côté de ma mère, c'est autre chose. Des gens qui viennent de Russie et de Géorgie. Mais du côté de mon père, ce sont des gens qui viennent, qui étaient dans l'ouest parisien, dans la vallée de la Seine, si tu veux, du côté de Vernon, de Giverny, des plateaux de l'Eure, etc. Et qui ont, au cours du XXe siècle, intégré, grosso modo, la bourgeoisie parisienne, si tu veux, au sens le plus large du terme, hein, petite bourgeoisie et bourgeoisie. Et du coup, dès que j'ai commencé à lire Proust, je me suis senti en résonance avec des choses très profondes, de paysages, d'atmosphère, etc. Ça, c'est, si tu veux, un peu la couche la plus profonde du point de vue de la sensibilité. Après, au fur et à mesure que j'ai lu ça, alors j'ai dû lire ça la première fois un peu comme on lit évidemment un roman du début à la fin, non sans difficulté parfois, parce que j'étais très jeune. Et puis ensuite, les autres lectures, à chaque fois, me confirmaient dans le fait que c'était quelque chose d'incroyablement moderne qui incarnait de façon tout à fait claire ce que pouvait être quelque chose, une liberté véritablement moderne en termes d'écriture, en termes j'allais dire, poétique au sens le plus large du terme. Euh, Il y a quelque chose qui est tout à fait net, si tu veux, c'est le sentiment très vite qu'on peut recommencer n'importe où. Tu parlais du commencement tout à l'heure, mais ça a un rapport, pas seulement extérieur. On peut commencer n'importe où dans l'œuvre et être d'emblée au cœur de ce qui se passe. Et ça, c'est très, très, très moderne pour moi, au bon sens du terme, au vrai sens du terme, plus exactement. Cette, qualité qu'a une œuvre de se déployer d'une manière, alors ça c'est, je sais que quelqu'un comme Fourcade le dit bien mieux que moi, de ne plus se déployer à partir d'un centre, à partir d'un cadre ou à partir de la relation entre un centre et un cadre, à partir d'une narration qui en organiserait en surplomb d'une certaine façon la logique, mais de se déployer comment dirais-je, du milieu. Et le milieu peut être partout. Voilà. Et ça, si tu veux, cet aspect-là, j'y suis de plus en plus sensible, bien sûr. Voilà. Donc, si tu veux, c'est ça. Je ne sais pas comment dire ça, hein. Le temps perdu, c'est pas le passé au fond, hein. C'est le temps perdu à la recherche du temps perdu. Et pour moi, ça a un rapport aussi avec ce dont on va parler, c'est-à-dire le travail sur Heidegger, ou avec Heidegger plutôt. Le temps perdu, c'est pas le passé, c'est la polyphonie au fond du temps véritable, où rien ne passe, où tout ne fait qu'arriver sans cesse, si tu veux, et il faut arriver à le dire en faisant tout tenir, en faisant tout se répondre. Et du coup, c'est ça qu'on sent chez Proust, hein, c'est ce côté à la fois musical et un peu haletant de la phrase, auquel je suis assez sensible, et puis en même temps, ce côté océanique d'une œuvre dans laquelle on est plongé, où il y a tout un enchevêtrement très, très sensible d'échos et de murmures, on pourrait dire, qui vous invite sans cesse à retrouver ça en vous-même, autrement dit, à réveiller un peu tout l'horizon endormi de votre propre sensibilité. Donc ça, si tu veux, oui, je pense que c'est le caractère aussi un peu unique de cette œuvre à laquelle j'ai très vite été sensible et à laquelle je suis resté sensible. Évidemment, il y a d'autres choses. Je veux dire que j'ai lu Char à 16, 17 ans, ça m'a beaucoup marqué pour des tas de raisons, mais je lis plus beaucoup Char, tu vois. Par contre, là, c'est vrai que il y a des choses que je ne lisais pas et que je lis aujourd'hui, mais je pourrais dire ça de Proust, oui, tout à fait. J'ai relu récemment, à l'automne, j'ai relu Le Docteur Givago, qui est évidemment un très très grand roman, mais chez quelqu'un qui est aussi un poète,
c'est un roman, euh, tandis que chez Proust, il y a cette espèce d'espace en métamorphose permanente, où le monde et l'œuvre ne font qu'un d'une certaine façon, qui ouvre sans cesse sur soi-même. Euh, et donc cette idée d'un espace fondamentalement poétique, mais qui peut aussi euh, se retrouver en philosophie, ailleurs pour les peintres, plastiquement. Euh, Ça, c'est effectivement ce qui me m'électrise toujours quand je lis Proust. Voilà. Pour répondre à la question de l'œuvre totem en philosophie, pardon, l'œuvre totem ailleurs qu'en philosophie. La référence que tu proposes à Jivago me frappe parce que j'ai relu moi aussi, Hmm. il y a peu de temps, le roman de Pasternak et euh, je trouve que euh, il y a des moments très patchwork, hein, avec des morceaux qui partent un peu dans tous les sens et qui, au lieu de porter avec eux une signification, enfin, nous installent dans un monde. Moi, je suis de plus en plus, Ah oui, 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 oui. voilà, je suis de plus en plus sensible aux images dans les romans. Je pense que les images, c'est Sartre qui le disait comme ça, Deleuze reprend la formule pour la développer dans dans l'un de ses bouquins sur le cinéma. Mais l'image nous entoure d'un monde. Hmm. Et chez Proust, mais chez Pasternak aussi, les images ne font pas signe, ne sont pas descriptives. Mhm. Elles sont enveloppantes, océaniques, elles nous entourent d'un monde. Et là, alors oui, évidemment, je pensais à Fourcade il y a un instant, évidemment, tout le travail de Fourcade est sensible à ces moments dans lesquels, au fond, peut-être le réel, après tout, entre dans nos vies avant toute signification. Ce que tu dis concernant Proust me fait penser à la réflexion tellement subjugante de Bachelard quand il dit que, pour moi, ça c'est très, enfin, c'est très phénoménologique et c'est très heideggerien. Lorsque nous nous souvenons d'avoir été et pas Hmm. d'avoir duré. Hmm. Et je Hmm. pense que c'est ce qu'on trouve, que c'est ce qu'on éprouve lorsque on éprouve avec cette idée que à chaque fois, dans le souvenir, nous sommes contemporains du fait que Oui, lorsque nous vivions ce que nous vivions, nous en étions tellement contemporains qu'au fond, parfois, nous laissions échapper. Et être contemporain, ça n'est pas avoir affaire au plat du jour à chaque fois, oui, mais à l'actuel, à l'actualité, oui, 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 voilà, oui, 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 tout à fait. Le à quelque chose contemporain, c'est qui ne quitte pas son origine, hein. Mhm. La Mhm. définition de Nancy, ils disent ce qui est contemporain, c'est ce qui, au fond, ne quitte jamais son origine. Avec ta permission, je lis un petit. Cette idée que l'infini, au fond, est toujours actuel et plus actuel que l'actualité. Enfin, Mhm. le- la question de l'accès, certainement, sur laquelle tu vas revenir lorsque on parlera du commencement de la philosophie occidentale. Dans Résistance de la poésie de Nancy, je lis ceci pour faire corps avec ce que tu viens de dire et avec cette idée que le souvenir nous rend présents à quelque chose qui ne nous quitte pas parce qu'il est là avant nous, d'une certaine manière, il sera là après. Mhm. L'essai ne se fait chaque fois qu'une fois, et il est toujours à refaire, non parce qu'il serait imparfait, mais au contraire parce qu'il l'est, lorsqu'il l'est, à chaque fois parfait. Cette- Oui, 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 toujours à refaire, tout à fait, oui, oui, bien sûr. Mhm. Alors, euh, pour ce qui concerne l'œuvre totem en philosophie ou Ouais, là, alors là aussi, en théorique, j'ai, j'ai dû réfléchir un peu, mais j'ai un peu du mal à assimiler évidemment une œuvre philosophique à un totem, mais bon, à supposer qu'un totem ce soit une sorte de, comment dirais-je, oui, enfin,
C'est une sorte d'âme tutélaire que partagent plusieurs corps. Du coup, je vais essayer de réfléchir à ce qui, pour moi, pouvait représenter une certaine façon de se mouvoir dans la matière philosophique, disons. Et finalement, peut-être que tu vas trouver ça étrange, je ne sais pas, mais alors évidemment, d'autres œuvres m'ont considérablement marqué, hein, mais je pense à l'éthique à Nicomaque. Euh, je reviens, ouais, en fait, curieusement, en pensant à ça, je me suis rappelé du temps de mes études et je me suis rappelé, quand j'ai passé le CAPES, à l'oral, il y avait deux textes proposés à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, et il y avait un très beau texte d'Aristote, de l'Éthique à Nicomaque sur l'amitié, et puis il y avait un texte de Hamelin, je crois. Bon, un texte que je jugerais sans doute aujourd'hui totalement sans intérêt. Et j'ai pris le texte de Hamelin, j'ai eu peur du texte d'Aristote parce que, je sais pas, j'ai dû passer le CAPES. Je n'avais pas eu lu quasiment une ligne de l'éthique à Nicomaque. Et évidemment, quand j'en ai parlé à d'autres gens en sortant, ils m'ont dit, mais comment tu as pu faire ce choix? Et, et curieusement, il y a aussi l'éthique de Spinoza, cette fois, qui a constitué pour moi un livre dont je suis resté, à la différence de tas de condisciples qui connaissaient ça par cœur, dont je suis resté assez longtemps enfin, ignorant, ouais, tout à fait clairement. Voilà. Et dans les deux cas, en lisant ces textes, en m'y mettant sérieusement, à des époques différentes de ma vie d'ailleurs, j'ai eu le sentiment, et bon là je ne dis rien de très original parce que c'est des choses, enfin particulièrement pour l'éthique de Spinoza, sentiment que c'est une affaire vitale, quoi, qu'il faut y aller à fond et qu'on va en ressortir transformé d'une certaine façon. Euh, alors évidemment, je pense qu'il y a un point commun, c'est-à-dire que ce sont, tu faisais référence au petit article que j'avais fait dans la revue Philosophie, ce sont des éthiques. Bon, même si la distinction est parfois un peu oiseuse, mais enfin entre éthique et morale, c'est pas des morales, c'est pas quelque chose qui prescrit des règles, des recettes, qui se réfère à une norme, une loi, un peu comme une sorte d'instance transcendante. Mais c'est quelque chose qui repose sur la reconnaissance du fait que penser philosophiquement, c'est forcément à un moment donné se poser la question de savoir ce qui doit donner son unité à notre vie, tu vois, à la vie de chacun. Et que ça ne peut pas se faire du dehors, que ça doit justement, et là on retrouve cette idée dont on parlait, ça doit être remémoré, recommencé et refait, comme disait Nancy tout à l'heure, à nouveau frais par chacun, même si bien sûr on peut avoir des accompagnateurs et même de grands accompagnateurs sur ce chemin. Donc, si tu veux, c'est cet aspect-là enfin, que je trouve, que j'ai rencontré à la fois dans l'éthique de Spinoza et dans l'éthique à Nicomaque. Mais pour en revenir à l'éthique à Nicomaque en particulier, euh, comment te dire, bah précisément, je pense qu'il y a un moment donné où entre ces deux œuvres-là, il faut choisir. Euh, euh, je ne sais pas si j'arriverai à m'expliquer de façon suffisamment claire là-dessus, mais il y a bien sûr quelque chose, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est des œuvres au fond qui ne font référence à aucune transcendance de la loi d'aucune manière. Donc c'est des œuvres au fond de l'immanence, on peut dire ça comme ça. Mais après, il y a quelque chose qui diverge absolument. Chez Spinoza, évidemment, on doit s'acheminer humainement en partant de quelque chose qui est notre finitude pour aller vers Dieu, vers la nature, vers l'infini, enfin vers le tout infini, enfin oui, vers le tout infini pour coïncider intellectuellement avec ça. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui séduit profondément des esprits philosophiques et souvent quand on parle avec des gens qui sont philosophes, véritablement, Spinoza a pour eux représenté vraiment ça. Chez Aristote, c'est très différent, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup plus de temps à le voir
parce que c'est jamais non plus vraiment expressément dit, mais c'est justement quelque chose qui ne sort jamais, enfin qui ne s'achemine jamais vers quelque chose comme une complétude, ou comme une totalité plutôt. C'est quelque chose qui tourne sans cesse autour de ce que dit le terme de praxis, pas au sens marxiste, mais vraiment au sens grec, au sens d'Aristote, à savoir que où que tu sois dans ta vie et face à quoi que ce soit, il faut le faire, il faut s'y mettre. Voilà. Il n'y a pas de subspecie aeternitate, et peut-être dans le dernier livre, hein, et encore c'est qu'une possibilité. Et donc, cette idée aussi du coup que ce qui est à faire, c'est à chaque fois quelque chose qui nous ouvre à une réalité qu'il s'agit de comprendre, de saisir. Bon, je pense que le centre de gravité de l'éthique à Nicomaque, tu vois, c'est cette phrase là, qui Epsuke aletei, alors, je ne peux pas traduire ça par âme, mais enfin, bon, là, l'existence en tant qu'elle est ouverte au monde euh, est toujours en position de dévoiler quelque chose qui en même temps ne cesse pas de lui échapper. Euh, et cette possibilité d'être dévoilante, qui n'est éprouvée qu'à partir de quelque chose qui se retire et qui se soustrait, c'est une manière de saisir au fond ce qui est le centre de gravité. Et, à la limite, c'est un centre de gravité qui bascule sans cesse de la vie humaine, du rythme de la vie humaine, dans ce qui me paraît le plus, au fond, le plus vivant. Voilà. Donc, alors évidemment, il y a des tas de choses dans l'éthique à Nicomaque, c'est assez décousu, mais peut-être que ça tourne aussi de façon centrale autour de la question de la félicité. Pas, non, justement pas. Ce qu'Aristote appelle le daimonia, c'est-à-dire pas une félicité justement qui peut être le résultat d'une méthode philosophique, mais d'une thérapeutique, mais ce qui a lieu quand on est capable de faire face avec bonheur à ce qu'on rencontre, quand on le fait bel et bien. Voilà. Et du coup, si tu veux, c'est cette manière de philosopher toujours de façon non systématique et en prise avec une réalité qui, qui ne se laisse jamais systématiser. C'est ça qui fait que je me reconnais assez profondément. Enfin, c'est un peu idiot de dire ça, non. Enfin, c'est ça qui fait que je reconnais dans l'éthique à Nicomaque une manière de faire de la philosophie à laquelle je suis immédiatement attentif, pas simplement intellectuellement, mais j'allais dire de tout entier, quoi. Voilà. Alors après, on peut le retrouver du coup ailleurs, hein. Je veux dire que, évidemment, je pense pas qu'on le retrouve chez Hegel. C'est évident. Mais je ne sais pas. Alors, pour moi, chez Heidegger, tout à fait clairement. Sans aucun doute chez Wittgenstein. Euh, donc, ne pas chercher à venir à bout, essayer à chaque fois de faire à nouveau frais, au fond, face au réel, avec cette manière. Alors, il y a des tas de manières de faire face au réel, elles ne sont pas nécessairement philosophiques, mais enfin, d'être aux prises avec le réel, mais euh, là, en pensant, en méditant, en écrivant, en éprouvant tout ça, à tous les sens du terme. Évidemment, quand ça marche, ça donne une joie tout à fait particulière, une joie au fond communicative, hein, bon, qui est au fond pour moi le vrai. La vraie, euh, la vraie communauté philosophique, ce qui me met immédiatement en contact avec quelqu'un qui pense quand j'échange, quand j'écris, quand je lis quelqu'un. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, parce que après, c'est vrai que quand on ouvre l'Etica Nicomaque, on n'a pas forcément l'impression de voir immédiatement ce que je viens de dire, peut-être, mais de fait, oui, c'est ça. Moi, Qui me... Oui, je te suis pleinement. Et d'ailleurs, moi, je vois je dirais pas dans les tenants et les aboutissants de la spéculation philosophique, hein, mais peut-être dans l'articulation euh, de la pensée, l'exercice de la oui, pensée avec
le problème du vivre bien. Je ne dis pas du bien vivre dans le Oui. confort, Mm. mais du vivre bien, de faire en sorte qu'arrive ce qui tient et qu'on puisse le faire arriver, Mm. ce qui tient, sans le renvoyer ou sans se renvoyer à un principe transcendant, C'est ça. Oui, oui. éventuellement métaphysique, enfin, ou politique, idéologique, etc. Et puis alors, oui, la question de l'amitié et la question de la joie. La Bien question de sûr. l'amitié, Mm. elle est présente chez Heidegger, hein, notamment, si je Mm. me souviens bien, dans les suites à Sérénité, ou Mm. la question de l'amitié. L'amitié comme preuve qu'on a bien philosophé. Heu, Oui, L'exercice de la pensée se partage, il existe dans le partage, et lorsqu'on a le sentiment que, l'autre, trouve, de la force, à l'écoute de ce qu'on dit, il se crée une forme une filia, hein, qui oui. qui installe quelque chose comme une voie du vivre bien. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a pas de pourquoi, ça se fait en même temps. Il y a cette idée quand même chez Aristote, hein, je pense que tu as vraiment raison. Il y a cette idée que, et qui existe chez Spinoza, que le plaisir, je ne sais pas comment Mm. l'appeler, la joie, Oui, oui, la joie, je dirais. Oui, oui, c'est ça, oui, oui, se constitue comme une preuve qu'on est sur la bonne voie. Et ça, oui, c'est oui. quand même assez extraordinaire. C'est pas complètement dans l'air du temps aujourd'hui. Cette idée que le sentiment que ce qu'on fait est bien, a de la valeur, peut-être est parfait, Mm. fait du bien, et constitue un critère du fait que, nous avons raison de trouver que ça fait du bien et que ça tient. Oui, oui, c'est ça, ce que dirait. Oui, oui, voilà. Bon, le Eutzen, bel et bien vivre, quoi. Voilà, on Oui, peut dire ça comme ça. Bel et bien vivre. oui, par Et ça, c'est conséquent, évidemment quelque oui, chose qui. Quelles sont les conditions du bel et bien vivre? Alors, l'amitié en est une, sans aucun doute. Euh, le, Le travail de la pensée philosophique en est une autre, sans aucun doute, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, oui, bien sûr, bien sûr. en tout cas, cette idée que, aussi bien peut-être, nous devons partir pour savoir ce que nous voulons comprendre, Mm. pour savoir si nous l'avons bien compris, et pour organiser, organiser notre vie dans la perspective de faire bien ce que nous faisons et de faire ce qui tient. Nous devons partir de ce qui est agréable plutôt que de ce qui est désagréable, Mm. de ce qui nous construit plutôt que ce qui nous détruit. Mm. C'est une idée importante, et oui, qu'on trouve évidemment, au cœur des pensées d'Aristote et de Spinoza, pour des raisons différentes, mais qu'on trouve aussi au cœur de la pensée de Heidegger. Je Mm. je Oui, oui, relis beaucoup Rorty en ce moment, le second oui. Rorty, celui qui a Ouais. quitté Princeton, enfin, etc., qui a quitté ses maîtres, qui a quitté la philosophie analytique, mais je trouve que c'est très fort ce qu'il dit sur et à ce moment-là d'ailleurs, à l'intérieur d'une apologie de Heidegger, assez souvent, hein, chez Oui, Rorty. c'est vrai qu'il y revient souvent, il me semble. Oui, c'est pas, Souvent, je le lis peu, mais Oui, 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 tout à fait. Wittgenstein et Heidegger sont les Mm. seuls vrais penseurs de la modernité. Ce ne Ouais, sont pas des penseurs informants, dit-il, ce sont des ouais, penseurs édifiants, mais le oui, participe oui. présent, là, qui est utilisé comme substantif, n'en a rien de péjoratif, hein. Une pensée Mm. édifiante, c'est une pensée qui euh, part de ce qui est positif pour arriver à ce qui est Mm. positif, Mm. avec l'idée que la pensée commence dans la joie, elle termine dans la joie, Mm. et que là, on est vraiment à l'opposé de, de, euh, des chemins que trace Hegel et ses successeurs, hein, avec l'idée de la destruction constructive. Mm. C'est absolument à l'opposé. Euh, il y a chez Heidegger quelque chose une espèce d'intérêt pour, je dirais, la gaieté, les moments de plaisir de penser et de rencontre avec le monde quand il arrive,
ça me fait, qui me fait penser à, et là je trouve aussi qu'on est assez près d'Aristote et de Spinoza, parce que dit Cocteau quand il cite Poincaré, et qu'il dit «La gaieté attrape le mystère au vol». Ah oui, tiens, je connaissais pas ça, c'est magnifique, oui, oui, oui. La gaieté attrape le mystère au vol, et puisqu'on est dans l'éthique, là, euh, la, la tristesse porte le mal en son sein, hein. Cocteau Oui, ajoute oui. «Les hommes haïssent le mystère, ne sachant faire que le mal». Hmm, hmm. Voilà. Alors, Oui, comme ça, nous avons le beurre et l'argent du beurre. oui, La oui, oui. joie et le Ah oui, chemin vers le bien. répète-moi cette phrase de Cocteau, tu dis alors, est-ce que... Oui, on trouve ça dans Potomac. Dans le Potomac. Je suis un grand lecteur de Cocteau. J'ai toujours été, mais de plus en plus. Mais Oui, oui. Il y a un beau texte de Cocteau sur... la gaieté attrape le mystère au vol. Il cite Poincaré. Enfin, il dit qu'il cite Poincaré, mais c'est Oui, oui. après quoi il ajoute Il y a Oui, homme haïssant le mystère, ne sachant faire que le mal. Et si je hais le mystère, c'est que je ne sais pas ce que c'est que la gaieté. C'est-à-dire que je ne suis pas dans oui. l'éthique. Il y a un très beau texte de... je ne sais plus où ça se trouve d'ailleurs. Très beau texte de Cocteau sur la voix de Proust. Il faudrait que je te le retrouve. Ah oui, et volontiers. Alors, oui, si tu le. Oui, Alors, et je je vais suis chercher. dans la difficulté d'être, non, dans. Je sais Celui. pas, je sais pas. Attends, peut-être que là, je le retrouverai. Je vais chercher sur mon ordinateur, je vais te le lire. C'est un beau texte. Sur la voix de Proust. Hmm, peut-être qu'est-ce que je te fais une promesse? La voix de Proust. Ah non, mais je ne l'ai pas sur l'ordinateur. Je l'ai peut-être dans des papiers. Ah, non, malheureusement, mais je te l'enverrai. C'est Ah un oui, très beau volontiers, texte. je suis preneur. C'est un très beau texte sur ce que c'est qu'une voix. Euh, et sur la manière dont justement toute la façon d'être de Proust et sa façon de d'écrire, sa façon d'être, sa façon d'être au monde et d'écrire euh, vient résonner dans sa voix. Ouais, ouais. Très beau texte. Je vais. Et Cocteau écrit comme il parle, hein, on Ouais, entend ouais, dans ses ouais. textes. Et Il raconte une anecdote amusante où dans je ne sais plus quel grand restaurant ou palace parisien, Proust, évidemment, avec une sorte de politesse tout à fait délicieuse, demande au chef de rang qui connaît très bien, il demande de lui prêter parce qu'il n'a pas d'argent sur lui, il lui demande de lui prêter une somme relativement importante, mais pour un pourboire. Et puis il lui redonne immédiatement, en lui disant, mais de toute façon, tenez, c'est pour vous. Et ça, c'est très beau. oui, oui, c'est superbe. C'est superbe. Il faut savoir poser la voix quand on dit c'est pour vous, c'est pour toi. Justement, évidemment. Alors, et maintenant, ça me revient, c'est un texte, c'est un petit passage sur... oui, c'est un texte où il parle de... Enfin, c'est à la suite de la mort de Proust. Donc, c'est un très beau texte sur la voix, sur la manière dont cette voix, au fond, électrise immédiatement son auditeur. Euh, mais sur la manière dont cette voix résonne aussi, bien sûr, dans le, dans le deuil, hein, quelque chose qui a à voir avec la manière dont la joie, au fond, peut constituer le noyau le plus intime et secret, et le plus mystérieux, peut-être, comme tu disais tout à l'heure, du deuil. Oui, oui, oui. Il faut que je retrouve ce texte. Évidemment, ce qui est mystérieux dans la voix, et Dieu sait que chez Heidegger, je ne sais pas si la question de la voix est directement présente dans de la réflexion de Heidegger, mais la question du ton, la question de la tonalité, Oui, de quoi que ce oui, soit, oui. est vraiment fondamentale. Et le propre de la tonalité, c'est d'opérer d'abord moins comme un signe ou comme une instance de signification que comme un accès au réel, enfin, hein. Oui, tout à fait. Oui, oui.
Il y a quelque Je- chose d'incommensurable dans la voix, parce qu'avant de vouloir dire quelque chose, la voix fait arriver ce qui précède peut-être toute conversation. Enfin, c'est ouais. bon, le monde préalable, si on peut dire, hein. C'est important, cette question de la voix. Oui, oui, oui. Euh, je, il y a dans la parole quelque chose qui fait autorité et qui fait autorité par le ton, qui est enveloppant, comme les images sont enveloppantes, enfin, Bien sûr, oui, oui. d'une autre façon. On y reviendra peut-être lorsqu'on parlera euh, de la traduction et de Oui, l'interprétation sur cette ah question oui. de, de la voix, la relation. Il y a une dimension, la voix est du côté du pragma, pas du côté du logos, enfin. Et ça, c'est quand même fondamental parce que ces œuvres édifiantes dont nous parlons, elles ont un côté Ah oui, oui, intense. bien sûr, ce sont des voix, oui, ce sont des voix qui nous parlent très clairement, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Alors, c'est peut-être le moment de passer au, à l'œuvre repoussoir, si tu es Oui, d'accord, ou oui, 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 oui. Mais écoute, oui, si ça t'amuse. On aura rapidement, vu des rapidement. choses, hein. Pour les raisons qu'on vient pour les raisons qu'on vient je dirais, non pas de, oui, pour les raisons qu'on vient de mettre en évidence ou de méditer un peu, il faut pas y passer trop de temps. C'est Euh, ça. mais oui, alors très clairement, pour moi, c'est Derrida. Euh, alors là, précisément, il y a, même si évidemment, il y a, c'est la voix et le phénomène, c'est ça, non? C'est Oui, Derrida? Ça. oui, Oui, oui. absolument. Mais bon, il y a d'abord un ton au sens, pas un ton grand seigneur, évidemment, en philosophie chez Derrida, mais quelque chose comme l'attitude. En réfléchissant à ta question d'une œuvre poussoir, j'ai essayé de qualifier ce qui m'irritait chez Derrida, l'attitude du clin d'œil, si tu veux. On sait bien que au fond, on est plus malin que tout le monde, c'est-à-dire au fond un grand manque de naïveté, entendu au sens où Baudelaire parle quelque part de la vraie naïveté, hein. Euh, alors évidemment, je sais bien que c'est la règle du jeu chez Derrida, hein, le sentiment que le réel n'est jamais présent. C'est le principe même chez Derrida. Il n'y a pas de réel. Le grand réel n'est pas là. Il n'y a que du texte qui parle d'un texte à jamais, d'un réel à jamais différé. Évidemment, et il le fait très bien, c'est très brillant, c'est très subtil, mais j'ai quand même, premièrement, le sentiment d'une espèce d'énorme astuce qui peut être applicable un peu à tout ce qu'on veut, c'est-à-dire d'une sorte de moulinette. Bon, je suis un peu sévère, là, peut-être, non, enfin bon. Quelque chose qui, oui, cette rhétorique du soupçon qui fonctionne de toute façon, quel que soit son objet. Et ça, finalement, pour moi, c'est le grand défaut. Enfin, c'est la chose à laquelle je suis maintenant de plus en plus allergique en philosophie. C'est-à-dire, dès que, indépendamment de Derrida, ça peut être dans tout à fait autre chose, très loin de Derrida, mais dès que j'ai le sentiment comme ça que j'ai affaire à une sorte euh, euh, comment dirais-je, euh, de système rhétorico-conceptuel qui peut passer à la moulinette n'importe quel objet, je referme immédiatement. Donc voilà, c'est ce côté, tu vois, de philosophie. Alors, je me souviens de cet article de Sartre sur l'intentionnalité où il fait la célèbre formule, la philosophie digestive. Alors là, c'est pas au sens, c'est pas le spiritualisme psychologisant français que vise Sartre, mais quelque chose qui vit de digérer les autres philosophies. Au fond, une pensée très fermée sur elle-même, très narcissique. Alors, j'ai fait de nombreuses tentatives avec Derrida depuis mes années de fac jusqu'à aujourd'hui, et j'avoue que, bon, voilà, passons. Pas grand-chose à dire de plus. Mais enfin, si tu veux, c'est pas comme tu me disais tout à l'heure, un ennemi. Quelle était ta formule tout à l'heure Le de meilleur d'ennemi? ennemi. Comment? De Le meilleur meilleur ennemi. ennemi. C'est pas tout à fait un meilleur ennemi, c'est plutôt, alors là, au sens propre, un repoussoir. C'est-à-dire, Oui. voilà ce que je n'ai pas envie de faire, voilà ce que je n'ai pas envie de lire. Oui, oui, tout à fait. Voilà.
Mais tu parles de méchanceté, tu te poses la question de savoir si par hasard tu ne serais pas en la matière et ponctuellement trop méchant. Je ne sais pas si tu connais, euh, je dirais, on peut être méchant en toute amitié aussi, mais je ne sais pas si tu connais ce texte, cette pièce de théâtre qui a été jouée à l'auditorium de la faculté de Nice au moment de son jubilé après sa mort, cette pièce de Clément Rosset, puisque Clément Ah, Rosset a été le condisciple de Derrida, ah oui, oui, hein, oui. Oui, oui, d'accord, je ne savais pas. anormal, Normal, ouais. euh, Ok. euh, et entre autres, mais une pièce dans laquelle il se met en scène et il met en scène ses condisciples turniens, si tu veux, Hmm, et saturniens, parce qu'ils faisaient beaucoup la fête le oui. soir, tous ensemble. Mais pour ne pas les citer, oui, Derrida, par exemple, ou Michel Art, et Rosset, euh, qui était très taquin et dont la philosophie a de temps en temps un petit côté taquin, va beaucoup plus loin que toi à propos de Derrida, hein. Oui, j'imagine. Il Oui. écrit il fait lire dans sa pièce une dissertation donc du personnage Ah oui. qui joue le rôle de Derrida, avec un nom pastiché, évidemment. Et cette dissertation, c'est l'éviternelle dissertation de terminale ou de classe préparatoire, Mhm. répétée, un peu dire aussi grand genre, petit moyen, Hmm. et dans lequel, justement, et c'est la raison pour laquelle hein, il moque un peu ses condisciples, là. C'est que sa philosophie le portait vers le réel, et là, le réel est absent. C'est du Oui, texte, oui, c'est ça. c'est le Oui. texte qui commente le texte. Euh, Rosset ne dirait pas que c'est astucieux, il dirait que ça finit même par être un peu emmerdant à Oui. écouter. Ah, c'est pas forcément contradictoire, mais oui, 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 Bien bien sûr. sûr. Et Oui. c'est sans fin en tout cas, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc tu vois, Ouais. Ah euh, oui, c'est ça. Ouais. ton repoussoir Ouais. euh, constitué constitue aussi le repoussoir d'autres philosophes, mais enfin, Oui, oui, bah, et puis après, c'est quelque chose quand même qui, au-delà de Derrida, enfin, c'est quand même une question de fond, c'est-à-dire, ah oui, oui, bien sûr, bien et sûr. qu'est-ce qu'on fait quand on travaille en philosophie? Euh, alors évidemment, on n'est pas des peintres, on n'est pas même des écrivains. Le rapport à la matière même de notre travail n'est pas un rapport simple. Le danger sophistique, disons, hein, le danger de commenter sans fin sa propre, le danger, oui, j'appellerais ça l'astuce, moi, mais enfin le danger d'une certain brio dans le maniement rhétorico-conceptuel, il est constant, c'est une réalité. Mais c'est vrai que du coup, reconnaître chez quelqu'un comme Derrida, quel que soit ce qu'on en pense par ailleurs, euh, cette manière de faire comme, au fond, la pente sophistique de la philosophie, moi j'appellerais ça comme ça me paraît important, ne serait-ce que pour savoir de quel côté il faut plutôt remonter la pente plutôt que de la dévaler. Voilà. Oui, de la dévaler sans que on ait affaire à un dévalement qui porte vers le réel. Euh, Oui, c'est oui. c'est- c'est toute la question c'est oui, mais bien sûr, pour redevenir sérieux à ce propos, je crois que c'est ce qui travaillait Rosset aussi, c'est que Mm. Rosset souhaite toujours, dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il pense, partir d'une expérience qui a à voir avec quelque chose qui fait résistance à la pensée. C'est la question de savoir d'où la pensée reçoit son espace. Et il est vrai que chez dans le travail de Derrida, on voit que c'est toujours de quelque chose qui est déjà là comme texte, enfin peut-être au commencement est le verbe, et pour ceux pour qui ça n'est pas le verbe qui est au commencement mais l'être, euh, les, les- Ah les- oui, oui, bien sûr. les Mm. textes de ce genre paraissent superficiels et un peu vains, Ouais. aussi bien, évidemment, euh, ce qui est en jeu en la matière aussitôt, ce sont les présupposés, hein. Mm. Différentes philosophies, des philosophies qui sont sophistiques par définition, parce que leur présupposé, c'est que
On ne sort pas on est toujours déjà dans la pensée, on n'en sort pas. C'est ça, c'est Et ça. Oui, oui. il n'y a pas il n'y a pas d'excès, comme dit la Coulabart, hors de Hegel dans certaines pensées. Mm. Mm. Malheureusement, à ce moment-là, lorsque la pensée pense le fait de penser, elle, elle est en danger d'installer un cercle vicieux et on se retrouve peut-être in fine dans quelque chose comme une bouteille à mouche, pour le dire comme Wittgenstein. Ouais. Alors, passons maintenant peut-être passons à notre ouvrage, Oui, hein, à ce commencement de la philosophie occidentale, à, à cette belle traduction. Alors évidemment, c'est toi que nous avons ici et pas Heidegger, mais parce que c'est une traduction et par conséquent, c'est une œuvre qui t'appartient, hein. La traduction, c'est quand même. oui, 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 oui. Et Oui, oui, enfin, moi je dirais, là c'est une remarque que je fais, ouais. c'est une incidente, mais euh, lorsqu'on lit ta traduction, évidemment on lit Heidegger, on rencontre, on prend la mesure de l'érudition avec laquelle, par laquelle et dans laquelle tu travailles, mais on entend quelque chose peut-être comme, à certains moments, quelque chose comme un fond de rapport à l'exercice de la pensée qui a à voir avec ta voix propre. Oui, oui, oui. Bah, oui, c'est toujours, c'est tout la. Bon, je ne dis rien d'original, c'est tout le. Oui, c'est tout le problème, je sais pas, mais enfin, c'est toute la richesse et en même temps la difficulté de la traduction, ça, bien sûr. C'est toute la réussite d'une traduction Oui, réussie oui, aussi, oui, hein, oui, qui tout d'un coup prend une dimension vivante parce il y a une voix, il y a un dialogue. Et bon, d'ailleurs, ton introduction, l'introduction oui, que tu donnes à ta traduction, hein, à ce livre, est très courte, mais je la trouve très, très forte. Tu travailles sur l'idée de la philosophie comme rupture, euh, hmm, et le commencement comme rupture. On voit bien que euh, t'as- le travail de traduction que tu mènes est à la fois un travail de retranscription dans la pensée de Heidegger, mais aussi un travail d'interprétation, enfin au sens musical du terme, de ce qui fait que Heidegger te nourrit. Et par conséquent, oui, oui, bien c'est sûr. c'est à chaque fois un commencement, enfin la joie de penser en ayant le sentiment que à chaque fois on laisse entrer quelque chose qui n'était pas là Ouais. avant et qui nous permet de nous tenir mieux ou nous permet de tenir. Moi, j'ai envie là de te laisser, de te laisser la parole à propos de ce livre, simplement peut-être en te demandant de nous renvoyer aux passages qui te paraissent les plus importants. Et Oui, écoute, bon, c'est difficile évidemment, mais alors je reprends au vol hein, ce que tu dis sur la traduction, parce qu'il y a justement, bah, c'est quand même la première fois que Heidegger, pour des raisons bien précises, dans la lancée d'être étant, euh, se tourne vers le grand commencement de la pensée philosophique, hein, donc Anaximandre et Parménide. Donc c'est aussi un travail pour lui de traduction. Et, et, et du coup, il y a, comme on trouve comme ailleurs, en fait, les passages sont assez nombreux. On trouve un moment où il dit quelque chose de très précis sur la traduction. Et c'est la page 31 de la traduction, chez Gallimard, de la traduction française. La traduction est toujours, parce que donc là, il est en train de traduire les quelques rares fragments qui nous restent d'Anaximandre. Et il fait référence à la traduction courante et ensuite à la traduction, pardon, qu'il donne, lui. Et il commente en disant, la traduction est toujours le résultat et l'ultime rassemblement d'une interprétation. Traduire n'est jamais simplement échanger une langue étrangère contre notre propre langue,
mais est ce mouvement qui traduit, qui vous transporte avec la puissance originale de votre langue à vous, au cœur de la réalité du monde qui se fait connaître dans la langue étrangère. Donc ça, c'est quand même... chaque fois qu'Heidegger parle de la traduction, ça va dans le même sens. Alors, et bien sûr, quand on est soi-même traducteur et qu'on tombe sur cette phrase, on est nécessairement amené à réfléchir. Euh, alors pour revenir à ce que tu disais, évidemment, toute traduction est le rassemblement d'une interprétation. C'est très dangereux de commencer par là. Quand tu traduis, surtout quand tu es comme moi, ou comme j'étais a fortiori au moment où j'ai traduit ce texte, un traducteur euh, pas, comment dirais-je, pas très expérimenté, hein. Je ne sais pas si ça a un sens de dire ça, mais enfin oui, un traducteur j'avais quand même le sentiment, si tu veux, de m'aventurer dans une aventure, de m'aventurer dans un travail qui, euh, qui avait pour moi quelque chose encore d'incertain et d'inconnu, hein. Euh, donc, il ne faut pas commencer par là, il faut commencer en cherchant à serrer au plus près le texte, à ne pas se planter, hein. Je, je crois que c'est ce pianiste Alfred Brendel qui parle un moment, je me rappelle de cette formule, et je l'avais souvent en tête quand je traduisais, il parlait de la modestie constitutionnelle de l'interprète. Euh, François Fédier, qui est décédé en 2021 et avec qui j'ai travaillé beaucoup sur la traduction, parce que là, pour le coup, c'était quand même quelqu'un qui était un maître dans l'art de traduire, Heidegger, et pas seulement Heidegger. Et je me souviens qu'il parlait d'un métier de chien en parlant de la traduction, et il entendait par là à la fois ce qu'on entend tout de suite quand on, quand on dit un métier de chien, mais il entendait aussi qu'il faut être comme un chien, comment dirais-je, qui réagit immédiatement aux ordres de son maître. Voilà. Donc il faut quand même, faut pas négliger ça, c'est-à-dire il faut être, il faut se tenir vraiment au service du texte, mais dans les bons moments, ça va évidemment un peu au-delà. Euh, Alors, je ne sais pas si c'est pas chez Hofmannsthal qu'on a cette image. Il dit à un moment, au fond, euh, je crois qu'il dit qu'une bonne traduction, c'est comme un vêtement qui, qui à la fois masque et révèle le corps de la danseuse. Je crois qu'il parle comme ça. Donc, il y a des moments où on cesse d'avoir un rapport un peu plat, linéaire, ou je ne sais pas comment dire, un rapport, tu vois, bijectif à deux dimensions, avec mot à mot, phrase à phrase, même si évidemment on va toujours au-delà de ça quand on traduit, avec le texte à traduire, et où effectivement on est dans quelque chose qui est un espace à trois dimensions, enfin on est dans un vrai espace. Euh, et là, évidemment, l'image du vêtement, elle est assez parlante parce qu'il faut arriver à faire une sorte de coupe de vêtements qui épouse vraiment le corps, qui est un corps étranger. Ça, je veux dire, quand on traduit, il y a quand même une étrangeté de ce qu'on traduit. Donc, un vêtement qui lui donne toute l'attitude de se révéler, d'apparaître à travers une matière qui est autre. Et donc, oui, voilà, il y a une sorte de... Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé en traduisant, c'est-à-dire le côté artisanal. Il y a, j'ai jamais, je ne sais pas, je n'ai aucune expérience de la couture, mais je pense que la déception, la joie du tailleur par rapport au vêtement dans lequel bouge un corps comme il doit bien, comme il doit bouger, à mon avis, cette déception, cette joie, elle a quelque chose à voir avec ce qui se passe quand on traduit et que parfois on a vraiment le sentiment d'imposer à, euh, ce qui se dit dans la langue qu'on traduit, chez l'auteur qu'on traduit, de lui imposer une sorte de vêtement un peu raide, et puis la joie qui vient du fait qu'on a le sentiment que certes il y a un vêtement, mais que ça bouge comme il faut, quoi. Et alors là, en plus, a fortiori, c'est l'allemand et le français.
Et le français, c'est un tissu très raide, très, très, j'allais dire, de très bonne coupe, très de grande qualité, mais c'est un tissu qui est très raide. Donc, ça veut dire que très vite, on est confronté à, il ne faut pas essayer de singer l'allemand, ce qui donne des résultats tout à fait catastrophiques, mais comment, d'arriver à voir sans cesse comment ça peut se dire, se révéler à partir du français, qui est une langue évidemment, enfin, qui est une langue justement très peu souple au premier abord, très contrainte, très policée, euh, accoutumée depuis des siècles à dire les choses avec à la fois une grande économie de moyens et puis une grande sensibilité à la nuance dans les périphrases. Donc, cette expérience du travail très concret, de la matière qu'est la langue dans la traduction, ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait, enfin, moi, qui me passionne beaucoup. Euh, alors, Heidegger, oui, je reprends le texte, pardon. Ce mouvement qui vous transporte avec la réalité originale de votre propre langue au cœur de la réalité du monde qui se fait connaître à travers la langue étrangère. Alors, ce qui est évidemment de tout à fait frappant, c'est que au départ, on pense les choses à l'envers. On pense qu'on importe de la langue étrangère dans sa propre langue ce qui se dit. Et là, euh, c'est très exactement l'inverse. Et ça, tout d'un coup, c'est tout à fait typique de quelque chose de. Enfin, ça, voilà, ça pivote de telle façon que on se rend compte que ce mouvement qui nous transporte, comme il dit, de la langue, de la réalité originale de sa propre langue au cœur de la réalité du monde qui se fait connaître à travers la langue étrangère, c'est une expérience tout à fait directe, pour reprendre un terme qui était cher, une expérience tout à fait directe du réel, du contact avec le réel. C'est-à-dire qu'on éprouve de façon tout à fait directe, tout à fait commotionnante, que la langue est comme corps, l'espace d'un contact avec le réel et qu'elle est rien d'autre au fond. Voilà. Euh, Ça me donc, touche, ça me touche oui. beaucoup et ça, cette euh, passage que tu cites me parle énormément et me parle d'une manière paradoxale justement parce que lorsque le réel travaille la langue, l'interprétation est en danger, elle ne tient plus n'a plus la première place. Ouais. Il me semble que chez Heidegger, dans ses critiques, dans les séminaires de Zurich, Mhm. il y a bel et bien un travail sur ces dialogues avec Medarbos et avec les, les- les étudiants en psychiatrie, hein, auxquels il s'adresse régulièrement dans ces séminaires. Il y a un travail sur la traduction, Oui. un travail sur l'interprétation à propos de Freud, notamment lorsqu'il réfléchit à la question de savoir euh, ce qu'on peut opposer à l'idée freudienne, à l'idée qu'on trouve dans la psychanalyse, que ceci est toujours en réalité cela. Mhm. Euh, J'oublie un sac à main chez un ami, la jeune femme qui oublie son sac à main chez un ami, ou j'oublie un parapluie chez mon dentiste, et alors qu'est-ce que ça signifie? Et Oui. Oui. ça m'a Mhm. beaucoup frappé parce que c'est exactement ce que tu dis. On voit que Heidegger interprète toujours, interprète le moindre geste de manière positive et en laissant entrer le monde dans sa présence, au lieu euh, de, de, de chercher une explication qui le mettrait à, à- à distance, enfin. Ah C'est, ben, c'est- c'est certain enfin, oui, tant que tu es dans quelque chose il y a du sens et il faut trouver une équivalence de ce sens dans l'univers de ta propre langue, je pense que on reste à ce moment-là à un niveau extrêmement sommaire, extrêmement superficiel, et que quelque chose se passe quand le fait même de traduire te confronte.
enfin, le fait même de traduire te confronte à, euh, à la manière dont dans la langue quelque chose essaye de se dire qui a à voir avec le réel. Et à ce moment-là, comment tu peux le dire de façon tout à fait originale et fidèle à partir de ta propre langue? Euh, Ça implique que traduire, enfin, traduire ce qui se dit dans le langue, parce que tu vois, si on revient au texte que je t'ai lu, qui vous transporte avec la réalité originale de votre propre langue au cœur de la réalité du monde qui se fait connaître à travers la langue C'est étrangère. tout le problème du commencement de la philosophie, d'ailleurs, hein. Oui, oui, C'est-à-dire oui, que ce soit le oui, monde qui commence et pas la philosophie, après oui, tout. oui, tout à fait, tout à fait. Et quand on traduit un texte, on ne traduit pas qu'un texte, on traduit la manière de ce texte affronte effectivement le réel. Et évidemment, le bonheur au sens propre, au sens traduire avec bonheur, le bonheur de la traduction, c'est de toucher ça. De toucher ça. Donc l'interprétation, pas du tout comme quelque chose qui soit une sorte de surenchère de la signification sur la signification, mais de quelque chose qui rende à la langue sans cesse sa densité autour de la manière dont elle est fondamentalement évocatrice d'autre chose qu'elle-même, à savoir fond, le, le monde, le réel, peu importe comment on le dit. Euh, Moi, d'ailleurs, donc, j'ai tendance à ne plus distinguer. Lorsqu'on me pose la ouais. question, je, Mm, je mm, t'en touche. ouais. Le texte dans les séminaires de Zurich concernant l'oubli par cette jeune femme d'un d'un bagage chez un homme Ah oui, qui vient de oui, quitter, oui. hein. Alors bon, elle a oublié un sac chez cet homme et donc ça signifie sans doute que euh, euh, elle pense, elle, elle pense à autre chose, elle est ailleurs, etc. Voilà ce que dit Heidegger. Et ensuite, je te renverrai à une réflexion de Lacoue-Labarthe sur laquelle peut-être tu rebondiras avant de replonger dans le texte et de rencontrer, parce que pour moi, c'est le commencement de la philosophie, là, à avoir avec, au fond, une certaine manière pour la philosophie de passer la main. On ne Mm. parle plus de l'idée, de la parole, de la représentation, pour le dire vite, mais on part du réel et comment est-ce que c'est possible, comme si la pensée est-elle capable de se renverser au point, comme tu disais il y a très très longtemps, à l'époque où tu terminais tes études, mais c'est une remarque qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, euh, comme si la pensée était capable la représentation était capable de voir son absence du côté du réel. Mm. Mm. Euh, alors, en partant, dit Heidegger, elle a oublié son sac. Alors, il n'y a là aucune intention inconsciente à laisser un sac, car, en partant, elle reste encore. Elle reste même davantage et toujours davantage là. Comme en partant, elle est encore intensément auprès de cet homme, le sac n'est plus du tout là pour elle. Elle était tellement auprès de son ami que le sac n'était déjà pas là. Ici, il n'est même pas question d'aller quelque part. C'est, pour moi, ça, c'est absolument merveilleux. D'abord parce que c'est entièrement positif. C'est une espèce d'amitié pour ce qui nous fait du bien plutôt que le Oui, oui, contraire. oui, Et là, on voit l'autorité, au fond, de l'antécédence du monde sur la représentation que nous nous faisons. Je lis Heidegger, on est dans les essais et conférences, hein, dans Logos. La parole du penseur n'a pas d'autorité. oui. Mm. Elle transforme pourtant le monde en le faisant descendre dans une profondeur sombre où sourd une énigme. Mais cette énigme, c'est la sortie de Mm. hors de la représentation, le pas en arrière, hein, et l'ouverture Mm. d'un espace dans lequel la langue, d'une certaine manière, se perd, mais parce que le monde entre. À propos de traduction et d'interprétation, et à propos de Heidegger et de la difficulté à lire Heidegger et à le comprendre, euh, Lacoue-Labarthe dit que
Euh, Lorsqu'on lit Heidegger, on se trouve devant, je cite, un travail quasiment insensé opéré sur la langue, à la limite de l'illisible. Et on voit bien là que euh, l'illisible heideggerien n'est pas l'illisible du sophiste, enfin. C'est Non, non, bah, tu sais, oui, au contraire. il y a Paul Celan disait, alors attends, j'essaie de me souvenir, à la, à la différence de ce que sa manière de parler ou d'écrire, je sais plus, scandalise. Faut que je te retrouve le texte précisément. Enfin, de mémoire, c'est ça. La différence de ce que sa manière d'écrire ou de parler scandalise. Je tiens à Heidegger pour celui qui a fait regagner à la langue allemande sa limpidité. Euh, alors bon, c'est un poète qui parle, hein. Bon, c'est pas n'importe quel poète. Mais oui, il y a incontestablement, parfois dans certains des grands textes, par exemple, les textes qui sont les traités non publiés, ce qu'il écrit dans les années, ce qu'il écrit, et qui ne sera publié qu'après sa mort, ce qu'il écrit entre les années 36, les apports, les Beiträge, les apports, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut rappeler la manière dont Beethoven, enfin, ce qu'est la grande fugue par rapport aux grandes symphonies de Beethoven, tu vois, c'est-à-dire aller jusqu'à une certaine limite où là, il n'y a plus du tout de, comment dirais-je, où la logique, où la, oui, la logique ordinaire qui dicte la façon dont il faut discourir, parler, écrire en philosophie, doit céder le pas à tout à fait autre chose. Donc quelque chose qui est très, au fond, révolutionnaire, effectivement. Oui. Oui. Ça, je suis d'accord. Après, c'est vrai que ça a profondément à voir avec une méditation sur, sur la langue elle-même comme lieu où se joue notre rapport dans sa plus grande richesse, dans sa plus grande densité, au réel. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la question de la traduction, je crois que quelque part Heidegger dit, dis-moi ce que tu, dis-moi comment tu considères la traduction, je te dirai qui tu es. Et là, ce qui m'est devenu très clair, c'est que le rapport de la langue, la traduction, c'est-à-dire le rapport de la langue étrangère, de sa propre langue à une langue étrangère, il est analogique avec le rapport euh, de la langue elle-même au réel. Dans chaque cas, il s'agit toujours de quelque chose qui a à voir euh, avec le fait de traduire. Et il est, je crois que, alors c'est ce que tu m'as écrit dans ce mail la dernière fois, dans ton dernier mail, il est tout à fait analogique avec quelque chose qui est tout à fait fondamental chez Heidegger, c'est-à-dire le comment dirais-je, ce qu'il appelle l'entente d'être, tu vois, sein Verständnis. Euh, Autrement dit, le fait que, comment dirais-je, comment dire ça? Le fait que nous existons dans un rapport ouvert à autre chose que soi, qu'on existe dans un rapport ouvert à autre chose que soi, que c'est ça exister, autre chose qui est ce qui arrive au fond, et que ce quelque chose, ce qui arrive, euh, nous cherchons sans cesse à le lire, nous cherchons sans cesse à l'amener à se découvrir dans son sens, parce que c'est chaque fois concrètement ce qui se joue, c'est le réel de notre vie. Voilà. Ça, c'est, chez Heidegger, c'est tout à fait central, à savoir que exister, c'est toujours être ouvert à quelque chose euh, qu'il s'agit d'entendre, qu'il s'agit d'interpréter, qu'il s'agit de lire. Et que dans ce jeu-là, évidemment, la langue est centrale, et que
le travail de la pensée devient euh, l'exploration tout à fait libre et tout à fait rigoureuse en même temps, mais tout à fait libre de cet espace-là. Moyennant quoi, évidemment, euh, il y a un rapport à la langue philosophique, qui devient un rapport complètement, bon, évidemment, c'est ce qui va irriter beaucoup de gens, ce dont parle Célan, justement, hein, un rapport à la langue qui est un rapport, euh, j'allais dire révolutionnaire, en tout cas, qui n'est plus dicté d'avance par un cadre euh, théorique, par un cadre qui détermine méthodiquement ce qui doit être dit et comment ça doit être dit. Tu vois? Mais c'est que peut-être qu'en définitive, ce qui est en jeu là, a à voir avec le fait que l'expérience de parler, l'expérience de la mise en œuvre de la langue, est Oui. l'expérience d'un retard du logos sur l'être. C'est quelque chose est Ouais. toujours déjà là qui n'est pas langue et dont on ne peut pas faire abstraction, mais qui, euh, ce quelque chose qui est toujours déjà là, la langue ne l'amènera pas à l'achèvement, hein, parce que font Mais ça il faut qu'il y ait déjà la langue, il faut avant. qu'il y ait la langue ou il faut qu'il y ait de la parole pour que ça se manifeste comme ça précisément. Et Moi, c'est oui, ça et qui oui. me passionne, tu vois, parce que C'est sans doute ça le mystère, au fond, ouais, d'ailleurs. ouais, parce que c'est ce que je, enfin, euh, si on revient à être étant, puisqu'on parle de Heidegger, si on revient à être étant, bon, il y a cette locution du sens de être qui est quand même au centre. Euh, et tout de suite, Heidegger se met à travailler j'allais dire, sur la couche la plus concrète de ce sens, c'est-à-dire effectivement ce qu'il appelle Seinsverständnis, pardon, c'est-à-dire l'entente d'être, en français, dans la traduction française. Euh, Quelque chose qui a à voir avec le fait qu'effectivement, euh, nous lisons, je le reprends l'expression de Simone Weil, tu vois, de lire. Nous lisons sans cesse des significations dans les choses. Si on réfléchit de près à ce que c'est que le sens, c'est pas moi qui le crée, qui le projette sur les choses. C'est pas une signification immatérielle qui est plaquée sur les choses, mais c'est quelque chose enfin, le sens, c'est quelque chose qui nous interpelle, qui nous tourne vers soi, mais un soi non subjectif. Quelque chose qui nous regarde et qu'il s'agit justement de traduire. Mais qui en même temps n'existe pas. Je ne sais pas si le terme d'ailleurs exister ou pas exister est tout à fait à sa place, mais enfin, en même temps, quelque chose qui n'existe pas sans quelqu'un qui s'ouvre à sa venue, qui le recueille en une lecture. Donc, et ça, comment dirais-je, euh, cet événement du sens comme ouverture sur quelque chose qu'il s'agit de lire, euh, et qui en même temps ne pourrait pas se manifester sans que quelqu'un s'y ouvre, c'est tout à fait central. Et moi, c'est tout à fait quelque chose qui me passionne. Dans être étant, si tu veux, la notion de sens, il faut pas du tout la prendre comme abstraction intellectuelle, comme contenu de signification. Tu vois, je C'est crois le qu'il sens sans la signification, comme dit Junger. c'est le sens très concrètement, quoi. Tu vois, quand ce qu'il appelle Verweisung, le renvoi, quelque chose a un sens quand ça renvoie à. Bon, donc, mais pas tout à fait au sens où tu le disais tout à l'heure à propos de Freud, c'est-à-dire que mon stylo renvoie au fait que je vais pouvoir faire quelque chose avec. Et qu'il est présent, qu'il est là. J'entends le son là, j'entends un merle là chez moi. Ben, je suis transporté vers quelque chose, si tu veux, qui est le. Donc,
ce renvoi, il le dit très bien dans les traitants, hein, je veux dire, il suffit de lire, hein, là, pour le coup. Ce qu'il y a derrière cette structure de renvoi du sens, c'est le monde, c'est le phénomène du monde. C'est-à-dire, c'est la contexture des choses où nous-mêmes nous nous tenons en ayant à répondre à la tournure que ça prend chaque fois. Et donc, ce que Simone Weil appelle à sa manière, elle, lire, la lecture, ce qu'on peut appeler, ce que Heidegger appelle entente d'être, ça consiste au fond à rassembler ces rapports, cette contexture, ce que fait enfin, ce que fait la parole. Quand on parle, on fait ça. Ce que fait même à la limite tout geste ou tout comportement quand il se tient dans un vrai rapport au monde. Tu vois, donc On c'est peut pas dire. Est-ce qu'on peut pas dire, Guillaume, parce que là on est au cœur bon, de choses vraiment, bon, qui me travaillent beaucoup philosophiquement et à propos desquelles d'ailleurs le mystère se manifeste dans toute sa force. Oui, on lit évidemment dans ce renvoi, mais en même temps, cette lecture est une façon de laisser être hors du renvoi, oui, tout à fait. ce Oui, à oui. quoi le renvoi nous renvoie. Je dirais, moi, que le sens, c'est jamais quelque chose de clos, d'achevé, qui pourrait être sommé, comment on dit, euh, l'idée de somme, qui pourrait être, bon, qui pourrait être sommé dans une représentation. C'est toujours, au contraire, c'est toujours ouvert. C'est-à-dire, ça renvoie toujours euh, que ce- ça renvoie toujours à un horizon qui est jamais totalement donné, qui reste ouvert à partir de, Oui. oui, de dehors. Un Il y a horizon qui est le commencement en définitive, puisque ça un n'arrête jamais de horizon, oui, commencer. alors tout à fait, d'un horizon comment dirais-je, d'un horizon de latence, et c'est ce rapport à cette, enfin, je sais pas, c'est ce rapport, c'est cette tension, au fond, entre ce qui se manifeste dans un sens et ce qui reste toujours inépuisablement en latence, qui fait le réel, au fond, c'est cette tension qui fait le réel. Euh, c'est pour ça que quand il parle de sens de être, c'est pas du tout une sorte d'abstraction transcendante dont il faudrait déterminer le concept. Et beaucoup Bien de sûr. gens au fond, en restent là. L'être n'est pas l'essence des Non, non, choses, non. mais le Ouais, fait qu'elles soient. C'est le que. oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que, enfin, le, hum, le sens ici tel que le parle Heidegger, tel que en parle Heidegger, d'ailleurs, assez vite il abandonne justement cette expression de sens, de être, parce que euh, elle va forcément dans une direction, un sens précisément qui n'est pas le bon. Mais bon, mais si on la prend quand même dans sa richesse et telle qu'elle est donnée dans les traitants en particulier, c'est vrai que c'est jamais quelque chose qui a à voir avec l'ordre de ce qu'on peut appeler la représentation, la signification. C'est toujours quelque chose qui a à voir avec avec ce qui nous, enfin, ce qui nous, à un moment donné, nous tourne vers soi, nous aimante, prend le caractère d'une entièreté dans laquelle nous sommes invités à entrer, enfin, comment te dire, qu'est-ce qui se passe par exemple lorsque on part toujours d'une espèce de lecture préalable du monde tel qu'il nous est donné, de ce que j'appellerais au fond un ensemble de significations convenues. Et puis qu'est-ce qui se passe au fond? Et pour moi, c'est ça le réel. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout d'un coup, quelque chose a lieu qui fait que s'ouvre à la fois, enfin, quelque chose a lieu qui fait qui est justement pour moi un changement de régime dans la lecture, c'est-à-dire quelque chose qui fait que je vais me tourner, que ça va être présent, que je vais me tourner pour essayer de le dire, pour essayer de le voir, pour essayer de l'entendre, d'une manière qui m'oblige à faire l'épreuve justement du sens, euh, à quitter un mode de lecture ou un niveau de lecture ou un plan de lecture dans lequel on est préalablement installé, avec une forme de force inertie, euh, pour laisser place à quelque chose qui est la vraie attention à ce qui se manifeste, qu'on essaye de dire, Oui, et oui. du même coup, pour revenir à l'analogie avec la traduction, dont on éprouve combien ça reste toujours malgré tout irréductiblement euh, euh, impossible à dire, tu vois. C'est C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tu ne dirais pas alors que c'est impossible à dire justement peut-être parce que
euh, à partir du moment où c'est venu en présence, on y est en quelque sorte. Je Oui. pense toujours dans les séminaires de Zurich, lorsque Heidegger pose cette question à propos de l'image, se faire une image de quelque chose ou dire quelque chose de quelque chose. Enfin, hein. Et Mhm. il dit, mais sur quoi suis-je axé? Avec quoi est-ce que je me mets en rapport quand je me rends présente la gare de Zurich? Oui, 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 je vois ce passage, Il effectivement. renvoie à l'expérience quotidienne, dit-il, et dit, mais ce sur quoi je suis axé, c'est la gare elle-même qui est là à Zurich. Dans le rendre présent, c'est elle que je vise et non pas une image d'elle, image d'eux, parole Mhm. concernant quelque chose, non pas une représentation d'elle, mais la gare elle-même, en tant qu'indépendamment de moi, elle se dresse, ou plutôt s'étend là-bas, elle-même. Et plus loin, il dit, mais ce que je suis en train de vous expliquer là, je sais que ça vous trouble, mais parce que la gare centrale elle-même, en tant qu'elle est là à Zurich, ne se laisse pas prouver, hein. Mhm. Nous sommes effectivement soulignés auprès de la gare elle-même. Que veut dire être auprès d'eux, etc. Il me semble que là, tout d'un coup, on a une dimension vraiment, moi, que j'appellerais éléate, hein, une Mhm. dimension toujours commençante du rapport à l'être. L'être n'est pas l'essence des choses, ce qui permet de se les représenter, mais ce qui nous Oui, rend oui, sensible au fait oui, qu'elles soient avant d'être ce qu'elles oui. sont. Oui. Oui, oui, moi je dirais ça comme ça, effectivement. C'est pour ça que moi je serais pas partisan, si tu veux, de voir dans le mot de sens quelque chose qu'il faut bannir au nom d'une sorte de, au fond de, comment dirais-je, euh, euh, je, non, c'est pas comme ça que je veux dire les choses. Je pense que moi je garderais cette réflexion autour du sens. Mais à condition de le comprendre véritablement comme quelque chose qui a à voir avec de l'ordre de l'événement. Le point émouvant, au fond, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, le point émouvant, le point sensible du sens qui est très fragile, c'est celui où euh, notre rapport au monde, tout d'un coup, comment dirais-je, se réveille, se revivifie, recommence, de telle sorte que dans quelque chose qui a à voir avec une manière de regarder, d'être attentif, nous sommes rendus présents à ce qui est toujours déjà là. Euh, D'où donc, est-ce que ouais. c'est pas là où on est vraiment, bon, Et ça, c'est ce qui chaque fois, au fond, nous fait parler autrement que dans le bavardage ordinaire, et oui, oui, nous oui. fait regarder autrement que dans le repérage visuel ordinaire, etc. Et nous fait penser, c'est-à-dire de quelque chose qui justement demande à être traduit. Nous essayons à chaque fois de le dire. Et ce qui m'intéresse au fond chez Heidegger sans cesse, c'est que la pensée philosophique s'amenuise jusqu'à n'être plus que ça. C'est-à-dire jusqu'à n'être plus que l'effort sans cesse à nouveau d'amener à soi ce jeu du sens et d'être, du sens et de l'être, où être n'est rien d'autre que ce qui nous tourne vers la présence de quoi que ce soit. Euh, alors, oui, je te disais tout à l'heure, Heidegger, il se méfie assez vite de ce mot de sens. Ensuite, il dit vérité de l'être. Ensuite, il dit Lichtung. Ensuite, il dit Ereignis, avenance, selon la traduction que donne Fédier, ou ce qui nous regarde. Pascal David, notre traducteur de Heidegger, dit ce qui nous regarde. Heidegger dit ensuite Ortschaft des Seins, c'est-à-dire la localité de l'être. Bon, mais le terme de sens, en allemand c'est Sinn, reste présent dans un terme qui est quand même un terme auquel je suis très attaché, qui m'intéresse beaucoup, bon, qui est très galvaudé aussi, c'est le terme de Besinnung. En français, c'est galvaudé, ben, c'est la méditation qu'on traduit souvent comme ça, mais
J'y suis attaché quand même parce que Bézinung, ça veut dire justement se rassembler sur soi, amener la dimension du sens, non pas comme, je le disais tout à l'heure, clôture sur soi-même de la signification, mais comme, euh, comme événement de ce qui nous parle, de ce à quoi on a sans cesse à répondre, tout en faisant l'épreuve que c'est, au fond, toujours inépuisable et qu'il y a quelque chose qui se retire qui se retire par rapport à toute prise possible. Tu vois? Est-ce que c'est Euh, pas là, bon, là, on est vraiment au cœur du travail, en particulier de Heidegger sur Parménide. Est-ce que n'est oui, pas là, euh, on n'entre pas là dans l'importance des pages consacrées à ce que Heidegger appelle le sens de la négation, avec cette idée, oui, pour moi, que, évidemment, si, par exemple, enfin, avec cette idée que l'être ne comporte pas de ne pas, et oui, que hmm, être ne se laisse pas approcher négativement, hein, oui, non pas parce qu'il n'est pas négatif, mais parce que le négatif qu'il appréhenderait, hein, oui, peut-être même en affirmant que il est comme ceci ou comme cela, hmm, ceci, pas comme cela, le négatif qui pourrait l'appréhender affirmerait quelque chose qui serait de toute façon, qui demeurerait en deçà et au-delà de l'opposition du positif et du négatif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler négativement de l'être. Là, je me souviens d'un texte de Roger Laporte qui disait que le dernier Heidegger était un penseur zen, enfin, hmm. c'est un passage Oui, zen, mais hein. ah, Mais ça me paraît assez fort, ça, parce que, et on le voit bien dans ta traduction, enfin, il n'y a pas de parole de, il n'y a pas d'image de, quelque chose arrive, il y a cette venue en présence, cette entente d'être, il y a une entièreté qui fait que l'être n'est ni positif ni négatif, mais rien de négatif ne peut nous faire entrer dans le fait que il est là avant, qu'il a toujours déjà commencé, et que au fond, euh, on est toujours déjà saturé par lui. On est toujours hmm, déjà comblé. Il y a toujours oui, comme si s'il avait une amitié pour nous au point que euh, il ne puisse jamais ne pas être là, quoi. mhm. Oui, 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 oui. Il y a, alors, oui, alors sur le côté euh, zen, il y a effectivement quelque chose qui est que penser, ça se joue, enfin, on- ça se joue ici et maintenant, quoi. Il y a son C'est-à-dire, rapport au Japon aussi quand même, hein. il y a le rapport au Japon, bien sûr, et puis le rapport au fait que, oui, ce qu'il appelle Bézinung, ça a quand même à voir avec le fait que penser, c'est chaque fois euh, euh, amener amener à soi quelque chose qui est un espace fondamentalement ouvert, puisque c'est notre ouverture même sur ce qui s'y joue, euh, que donc ça a à voir avec une forme d'exercice, euh, que ça a à voir avec une forme de, oui, d'exercice. Il s'agit à chaque fois de reprendre à nouveau frais, en recommençant. Euh, et donc, il s'agit de rassembler quelque chose, de rassembler sur soi quelque chose au fond qui est toujours déjà là, puisque c'est ce qui fait la trame même de notre existence la plus courante, enfin la plus ordinaire de notre existence tout court, mais qui à un moment donné, à ce moment-là, devient, enfin comment dirais-je, devient songeuse, parce que Béziers-Non, il y a quand même la nuance de quelque chose qui est une pensée qui devient songeuse, qui n'est plus là au service d'une manière d'aller faire les courses, de la politique, la guerre ou quelque chose d'autre, mais qui se tient là où elle est, bien évidemment. Et ça, c'est bien sûr, bien sûr. Alors pour revenir sur ce que tu appelles la positivité, oui, alors j'ai plus le texte, j'ai le passage en tête exactement, mais Si bien peut-être d'ailleurs, Guillaume, oui, voilà 1 heure et demie que nous bavardons. oui, Euh, euh, les,
le protocole de ces séances, nous l'avions prévu qu'il arrive à nous faire retenir l'essentiel en 1 heure, mais là, Euh, mais la on est un peu débordé. non, Oui. non, mais c'est très Ah, important. Et au fond, oui. nous n'allons pas nous laisser faire par le temps. Euh, et nous sommes ici et maintenant, et à chaque fois, nous commençons à- à faire se tenir toutes choses lorsque nous nous y tenons dans l'ici et Oui. le maintenant. Mais peut-être là, à propos de ce que tu allais dire sur le positif et les négatifs, euh, euh, je te demanderais d'essayer d'amener quelque chose comme une conclusion à notre conversation par cette entremise-là. La vérité n'est pas rectitude, elle est rapport au manifesté et rapport Oui. toujours Hmm. positif. Pourquoi les lectures de Heidegger par Parménide, moi, me donnent-elles tellement de bonheur et pourquoi elles me donnent-elles envie, je pense à Parménide en particulier, là, mais euh, de- envie de dire oui à ce qui arrive, Oui, oui. et non pas plutôt non, si tu veux. Écoute, là, j'ai sous les yeux la page 221. Euh, bon, il est en train de précisément de traduire la célèbre proposition, hein, to noein esti tekai einai. Donc, il réfléchit à ce que c'est que noein. euh, il le traduit par percevoir, mais dans un sens tout à fait, Et non pas par pensée, au non sens pas de par pensée. présenter ou juger, oui. Mais alors à la fin, il y a cette phrase, le recueillement qui de prime source recueille, enfin ça c'est comme ça que j'essaie de traduire, le recueillement qui de prime source recueille et le percevoir, il entreprend la venue en présence. Il faut, il faut se souvenir que Anfang en allemand est un mot qui peut très bien se traduire au sens fort, pas simplement par le fait de débuter, mais de quelque chose qui s'entreprend. Il entreprend la venue en présence en tant que telle, il est la garance qui l'avère. Alors là, on est vraiment, effectivement, aux limites. Heidegger essaie de dire quelque chose de très important. Euh, Si on revient à to noen estite kai einai, moi j'aurais presque tendance, enfin, en traduisant, en travaillant, et du coup en revenant à Parménide, j'avais presque envie de traduire presque littéralement, c'est-à-dire to auto soi-même est penser s'égalant à être. Penser n'est autre qu'amener à soi-même être, euh, avec évidemment la mention importante que ici soi-même doit se mettre à parler d'une façon absolument non subjective. Et ça, c'est aussi quelque chose qui À me... l'acte d'un sujet. C'est pas l'acte d'un sujet, si tu veux. C'est une, c'est, enfin, je suis évidemment le lieu où le paysage se voit. Sans moi, on revient toujours à ce qu'on disait à propos du sens tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si j'ai réussi à le dire clairement, mais sans moi, évidemment, le paysage ne serait nulle part présent, mais il n'est présent qu'à condition que moi-même, je le laisse apparaître. Et à ce moment-là, c'est le paysage qui se montre. Moi-même, comment dirais-je, que le lieu où ça se montre. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait constant chez Heidegger dans ce qu'il appelle au fond la compréhension phénoménologique de ce qu'il appelle le Dasein, être le là, etc. Et puis, on peut tout à fait ici y revenir à propos de Parménide. Du coup, la positivité dont tu parles, oui, bien évidemment, c'est-à-dire que l'intéressant, c'est que c'est une positivité qui doit se dire quand même. C'est une positivité qui ne cesse pas de nous inviter à être dite, à se dire.
Et c'est sa pensée finalement. Euh, donc, penser s'égale à être, penser n'est autre qu'amener à soi-même être. Euh, Ça doit se dire. Chez Parménide, ce qui est intéressant, c'est que ça ne peut se dire que de façon tautologique, ou alors paradoxalement, si tu veux, lorsque par exemple il dit que l'être est agénéton, c'est ce qui n'est pas engendré, comme l'est tout ce qui a un début et une fin, tout ce qui apparaît et disparaît, ce qu'il appelle les dokunta. C'est pour ça que le commencement n'est pas un début. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors après, si face à ça, si l'être est pure positivité qui n'a rien en dehors de soi, s'il ne peut se dire que de façon tautologique et qu'il n'y a rien d'autre à dire que ça, ben on est évidemment conduit à euh, la grande bifurcation platonicienne, c'est-à-dire ben, la question du sophiste, la question aussi du parricide. Euh, euh, Si ça ne peut se dire que de façon tautologique, s'il n'y a rien d'autre à dire que ça, si toute parole est vraie, bien, et qu'on ne peut dire que ça ou se taire, à ce moment-là, évidemment, le sophiste s'engouffre dans la brèche en disant, voyez, dès qu'on parle, on dit quelque chose de vrai, il n'y a que de l'être, etc. Donc, il faut sortir de cette impasse. C'est le chemin. Alors, il y a le chemin platonicien, évidemment. Le chemin platonicien, c'est celui qui rompt l'unité. Au fond, pour lui substituer ce qu'on pourrait appeler l'espace logique, c'est-à-dire où le jeu du même et de l'autre, du repos et du mouvement, dessine, dessine les contours de ce que Beaufret appelait la disposition inquisitrice. Oui, oui. Euh, S'assurer des moyens de déterminer la manière dont l'être de l'étang peut être déterminé et visé pour, comment dirais-je, pour fonder l'horizon de la connaissance, du discours, etc. Bon. Et c'est vrai que la métaphysique, au fond, c'est la déclinaison, c'est la déclinaison de cette voie dialectique logique jusqu'à, au fond, ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'efficacité logicielle, la réduction efficace de tout ce qui est, de tout ce qui est à ce qui est représenté, produit et représenté, au fond, jusqu'à la reproductibilité, uniforme et insignifiante de toute chose, quoi. Et la dévastation du monde par le Oui. travail du négatif sans fin, l'installation Donc, du alors voilà, il y a cette bifurcation. Donc, la question du commencement, pour revenir et pour conclure, la question du commencement, puisque tu me demandais de conclure, c'est de remonter. Il y a cette phrase dans Les Traitants, hein, le phénomène du monde a été franchi d'un bond depuis Parménide. Donc, c'est de remonter, je dirais pas au-delà, parce qu'il ne faut pas non plus se retrouver à fantasmer quelque chose qui serait comme une sorte d'horizon premier, mais d'aller vers une pensée qui ne soit justement plus une pensée qui organise les conditions logiques de la connaissance de l'être de l'étang, mais d'une pensée qui sans cesse recommence pour euh, rapatrier l'étang dans son être, dit Heidegger. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on est à un point, et ça c'est tout à fait constant par exemple dans le texte, dans les réflexions que j'ai traduites aussi, nous sommes au point aujourd'hui à la fois de ce que tu viens d'appeler la dévastation et un point où être est devenu une sorte d'abstraction insignifiante. Et ce point où être ne signifie plus rien, à mon avis, c'est de là qu'on peut remonter vers le commencement parménidien, non pas pour essayer de refaire un autre chemin, mais pour, comment dirais-je, ah, euh, pour, euh, pour comprendre que justement le vrai travail de la pensée, le vrai travail méditant de la pensée, c'est de toujours sans cesse recommencer. Euh, Bah, écoute, là, je crois que vraiment, ça sera peut-être le dernier mot parce que c'est un plaisir
Oui, écoute, Voilà. ben oui, La pensée c'est- se retrouver auprès d'elle-même, mais aussi aussi proche que possible de ce qui lui résiste et qui fait toute sa force et sa dignité. Moi, je te remercie du fond du cœur. C'est toujours un plaisir de bavarder avec toi. Je te remercie infiniment. La conférence de philosophie te remercie. Je rappelle une dernière fois le titre de, du oui, livre paru chez Gallimard il y a maintenant quelques années, mais qui n'est plus sur les consoles, mais qu'on trouve facilement hein, dans toutes les bonnes. oui, oui. Le commencement de la philosophie occidentale, interprétation d'Anaximandre et de Parménide, Martin Heidegger, traduit par euh, Guillaume Badoil. Merci Ben, infiniment. merci à toi, Alain.